Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment mettre en ligne notre application Laravel que l'on a construit depuis le début de cette formation. Donc pour cette mise en ligne, on va découvrir aujourd'hui l'utilisation de AutoSwitch et on va utiliser la solution orientée FTP, sachant que je vous ferai la même vidéo mais avec une approche un petit peu plus ligne de commande où on utilisera SSH. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une solution que l'on va pouvoir utiliser un petit peu partout et qui nécessite un petit peu moins de compétences niveau terminal. Donc au niveau d'AutoSwitch, il n'y a pas des tonnes d'offres à choisir, il y a une offre unique qui offre un nom de domaine et un espace de stockage et tout ce dont on a besoin pour une application Laravel. Ce qu'il faut bien regarder, c'est la version de PHP qui est supportée. Est-ce que vous avez une base de données qui correspond à ce dont vous avez besoin? Là, ici, il dispose de MySQL, donc ça sera très bien. Donc vérifiez bien que vous avez les prérequis de votre application. Je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, je vais rentrer mes informations. Donc moi, j'ai déjà créé un compte, donc je vais directement me connecter. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir un nom de domaine ou non. Donc moi, je vais choisir un nom de domaine ici. Si ce nom de domaine est disponible, vous pouvez cliquer sur Continuer. Sinon, il faudra en choisir un autre jusqu'à trouver un nom de domaine qui est disponible. Et je vais prendre ici une formule de 12 mois. Alors, je tiens à le préciser, dans le cadre de cette vidéo, j'ai demandé à AutoSwitch de me fournir l'hébergement. Ils ont gentiment accepté. Donc là, je n'ai pas forcément la phase de paiement à faire, mais vous, dans votre cas, effectivement, il faudra payer. Et au bout d'un moment, vous allez recevoir un email qui vous permettra de vous connecter à votre espace d'administration. Donc lorsque vous vous connectez à cet espace, vous allez être accueilli par quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Donc ça, c'est une interface qui s'appelle cPanel. C'est pas quelque chose qui est propre à AutoSwitch, c'est quelque chose que l'on peut installer sur des serveurs pour les rendre administrables. Et c'est l'interface qu'utilise justement AutoSwitch. Donc nous, notre objectif, ça va être de déplacer les fichiers PHP avec lesquels on travaille directement sur ce serveur-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est dans la partie PHP. Donc si vous descendez un petit peu, vous pouvez sélectionner la version de PHP et je vais activer la version 8.1. Parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la 8.0 qui est configurée par défaut sur mon hébergement. Donc je vais mettre ici 8.1 et vous allez avoir tout un ensemble de cases à cocher qui vous permettront d'activer certaines extensions. Je crois que par défaut, la plupart des extensions sont les bonnes. Vous pouvez décocher par exemple les PDO PostgreSQL si vous ne les utilisez pas, sachant que la partie MySQL, si vous essayez de cocher ici, il vous renverra une petite erreur. C'est parce qu'il utilise déjà NDPDOSQL, qui n'utilise pas forcément la même librairie MySQL, mais vous n'avez pas à vous en soucier. Si celle-là est cochée, c'est bon, ça va fonctionner avec MySQL. Donc dans le cadre de Laravel, c'est tout ce que l'on a besoin de faire, donc je vais activer ça. Ensuite, pour pouvoir déposer mes fichiers sur cet espace-là et sur ce serveur-là, il va me falloir créer un compte FTP. Je vais descendre un petit peu et on a ici la partie compte FTP. Donc c'est toujours une bonne pratique de créer un compte qui correspondra à chacun de vos sites, histoire d'éviter les problèmes en termes de sécurité. Si ce compte-là est compromis, il n'y a que les fichiers qui correspondent à ce compte-là qui vont pouvoir être accessibles. Donc je vais choisir ici un nom qui correspond au nom de mon nom de domaine, je vais l'appeler Coalap. Je vais choisir le domaine qui correspond, donc moi je vais prendre le domaine que j'ai commandé au moment de l'hébergement. Je vais choisir un mot de passe. Donc là, évidemment, évitez de mettre le même mot de passe que celui que vous utilisez partout, mettez quelque chose de sécurisé. Et ensuite, on va choisir le répertoire. Alors pour le répertoire, ça va être important. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire qui va s'appeler site, qui va contenir tous mes sites. Et dans ce répertoire-là, je vais aller créer un nouveau répertoire qui correspondra à mon nom de domaine. Donc ici, je vais mettre coalap.com. Alors vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, c'est juste une convention personnelle. Vous n'êtes pas du tout obligé de la suivre si ça ne vous va pas. Vous pouvez aussi appliquer un quota, donc ça c'est si jamais vous donnez ce compte FTP à quelqu'un, vous pouvez limiter le nombre de fichiers qu'il va pouvoir uploader. Vu que là je suis le seul utilisateur de ce système-là, je vais cliquer sur créer un compte FTP. Et là, mon compte a bien été créé. Si je descends en bas, on m'explique comment configurer le client FTP, donc je vais cliquer ici, et on m'explique comment m'y connecter. Donc il vous faudra un logiciel pour ça. Moi dans cette vidéo, je vais utiliser FileZilla. Donc au niveau de FileZilla, il va me demander différentes informations à remplir. Ce sont les informations qui correspondent à ce que me donne ici cPanel. Donc on va choisir au niveau du nom d'utilisateur cette information-là. Le serveur FTP, c'est ce qu'on va mettre au niveau de la partie hôte. Et le port, vous pouvez laisser vide. Par défaut, ça va être 21. La dernière chose qu'il nous faut faire, c'est mettre le mot de passe. Donc c'est celui que vous avez configuré au moment de la création du compte. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Connexion rapide ou enregistrer les choses. Si vous avez cette petite alerte, vous cliquez sur Valider pour accepter le certificat. Donc par défaut, vu que c'est un tout nouveau dossier, on voit qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je me retrouve donc dans cette partie-là avec un dossier vide, si ce n'est qu'il y a un fichier FTP quota que vous ne devez pas toucher. C'est un fichier qui sert à savoir à combien vous en êtes au niveau du stockage. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est déplacer nos fichiers sur ce serveur-là. Donc on ne va pas forcément tout déplacer. On va prendre tous les fichiers sauf le dossier vendor parce qu'on va pouvoir faire l'installation de Composer directement en ligne grâce au terminal cPanel
Et on n'enverra pas non plus le dossier de notre module parce qu'il ne sert qu'en local. Donc je vais prendre tous les fichiers et on va retirer, comme je l'ai dit, le dossier node module et le dossier vendor. Voilà. Et ensuite, on déplace. Donc pendant que cette copie est en train de se faire, on va revenir sur notre hébergement et continuer à faire de la configuration. On aimerait bien faire en sorte que lorsqu'on appelle notre nom de domaine, on soit pointé vers le dossier que l'on vient de créer. Donc au niveau de la partie gestion des noms de domaine, ici, je clique sur domaine configuré. On a notre domaine qui est déjà préconfiguré et on va choisir la bonne racine. Donc nous, dans notre cas, on a décidé de mettre ça dans un dossier qu'on avait appelé site. Donc on mettra /sites, le nom de notre dossier. Et ensuite, dans le cadre d'une application Laravel, il faudra pointer vers le dossier public. Donc là, on mettra bien ce dossier-là. Voilà, c'est pas vraiment la racine classique. Hein. On est vraiment dans ce dossier public, on ne veut pas exposer tous les autres fichiers. Une fois que je suis satisfait, je clique sur Change et automatiquement, il va mettre à jour la racine. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi en profiter pour activer le HTTPS. Ça nous évitera des problèmes par la suite. Donc on va aller dans la partie espace technique et vous avez un petit peu plus en bas la partie Let's Encrypt SSL. Donc Let's Encrypt, si vous ne connaissez pas, c'est un système qui vous permet d'avoir un certificat HTTPS gratuitement. Donc c'est très très bien. Donc vous avez la possibilité de générer un nouveau certificat et nous on va choisir de générer un certificat qui correspond à notre nom de domaine. Donc je vais cliquer ici sur générer. Donc on va choisir de générer un certificat pour mail.cualap, pour www et celui-ci est coché par défaut. Pour la méthode de validation, on vous conseille de laisser HTTP et de laisser la valeur ici par défaut. Donc ici je vais cliquer sur générer. Donc c'est un processus automatique, donc de votre côté, vous n'avez rien à faire. Je clique maintenant sur retour et c'est bon, on a notre certificat HTTPS. Donc maintenant, je vais pouvoir essayer de voir un petit peu à quoi ressemble mon site. Donc je réactualise cualap.com, donc c'est le nom de domaine que moi j'ai choisi, et je tombe sur une erreur 500. C'est tout à fait normal parce que pour l'instant, on n'a pas installé les dépendances et on a une erreur. Si vous voulez comprendre un petit peu ces erreurs-là, il faut savoir que lorsque votre application est lancée, elle va générer des fichiers errorlog qui contiendront toutes les erreurs. Si vous lisez l'intérieur de ce fichier, on vous dit qu'il n'arrive pas à inclure vendor autoload. Donc il va falloir justement installer les choses. Donc en local, on avait utilisé Composer, mais on peut faire la même chose à distance. Et on peut directement utiliser le terminal qui est intégré à ces panels. Donc si je reviens encore une fois dans l'espace technique, je peux descendre dans la partie terminal. Donc je vais tout en bas dans la partie avancée et on a le terminal. Ce terminal automatiquement vous connecte au serveur et vous permet de taper des commandes. Donc vous pouvez vous rendre dans le dossier qui contient votre site. Pour cela vous faites CD suivi du chemin. Donc vous tapez site et dès que vous commencez à taper quelque chose, vous pouvez appuyer sur tabulation pour qu'il autocomplète. Ça vous permet de gagner un peu de temps. Une fois que je suis dans le bon dossier, je vais faire un coup de Composer install. Et là, hop, on reconnaît le truc qu'on a l'habitude de voir. Ça installe les différentes dépendances et ça va générer le fichier d'autoloading. Si jamais vous avez une erreur parce que ça a un problème au niveau de la mémoire, relancez-le une seconde fois. Ça m'est arrivé une fois que ça plante en plein milieu, donc en bout de 2 lancers, ça fonctionnait. Je vais maintenant me re-rendre sur ma partie application et lorsque je réactualise, j'ai bien mon agence immobilière qui s'affiche et je peux consulter mon site convenablement. Peut-être une petite chose que l'on peut mettre en place, c'est forcer la redirection vers le HTTPS. Donc ça, c'est quelque chose qui se gère au niveau du htaccess. Donc htaccess est un fichier qui est utilisé par Apache, qui est le serveur web qui est utilisé notamment dans le cadre de AutoSwitch, et vous pouvez rajouter des règles. Et moi, j'ai rajouté cette règle-là, donc je vous la mettrai en description, et elle va permettre de forcer l'HTTPS, ce qui fait que lorsque quelqu'un essaie de se connecter à http://cualap.com, automatiquement il est redirigé vers la version HTTPS. Second point qu'il faudra bien mettre en place, c'est le lien du fichier storage. Vous vous souvenez, quand on envoyait des images, il fallait qu'elles soient publiquement accessibles. Donc quitte à être dans le terminal, vous pouvez utiliser les commandes artisan, php artisan, storage, .link. Comme ça, vous allez avoir le lien qui va convenablement être fait. De la même manière, si à un moment donné, vous avez envie de vider le cache, vous pouvez faire la commande php artisan cache.clear. Alors maintenant, on va voir comment ça se passe si vous voulez utiliser une autre base de données que la base de données SQLite que l'on avait utilisée. SQLite, c'était très bien pour tester en local, mais si votre site va avoir un trafic un petit peu plus important, ça ne suffira pas. Donc pour gérer les bases de données MySQL, vous pouvez cliquer ici et ça vous montrera les bases de données qui sont déjà configurées sur votre hébergement. Si vous voulez créer de nouvelles bases de données et l'utilisateur associé, je vous conseille plutôt d'utiliser ce petit bouton-là, c'est plus rapide. Donc je vais cliquer ici. Donc il va vous demander de choisir le nom de votre base de données. Donc nous on va l'appeler Koala.
Voilà. Ensuite, il vous demandera de rentrer les informations de l'utilisateur qui permettra de se connecter à cette base de données. Donc c'est toujours bien d'avoir un utilisateur pour chaque base de données. Si jamais votre site se fait pirater, ça permet à la personne de ne pas pouvoir accéder à toutes les bases de données. Donc c'est mieux en termes de sécurité encore une fois. Donc je vais choisir un mot de passe qui est suffisamment solide et je clique sur créer un utilisateur. Ensuite, on va me demander de choisir les permissions. Donc moi, je vais lui donner tous les privilèges. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire tout ce qu'il veut sur cette base de données-là. Et je clique sur étape suivante. Maintenant, je peux revenir dans mon espace technique et vous avez la possibilité d'explorer votre base de données avec PHPMyAdmin qui vous offre une interface visuelle pour gérer votre base et gérer les différentes choses. Donc nous, on va utiliser notre système avec Laravel, le système de migration et de seeder pour pré-remplir les choses. Donc il nous faudra au niveau du FTP modifier le fichier d'environnement, mais qu'en ligne, parce que c'est celui-ci qui va se connecter à la base de données. Et dans ce fichier-là, je vais modifier la connexion à la base de données. On va remettre ce qu'on avait dans le fichier d'exemple. On va choisir une connexion MySQL. On va choisir le nom d'hôte local. Le port, on va laisser 33006. Le nom de la base de données, c'est ce que l'on a configuré au niveau de ces panels. Donc je vais cliquer ici sur base de données MySQL parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Donc on va choisir ici cette base de données-là. Voilà. Ensuite, on va choisir le nom qui va être associé, donc c'est cet utilisateur qui a accès à cette base de données, et ensuite je vais mettre le mot de passe, donc là je ne vais pas vous le montrer. Une fois que c'est fait, je choisis d'envoyer les modifications avec FileZilla, et je vais maintenant pouvoir me connecter à la bonne base de données. Si je réactualise mon site, on va tomber sur une erreur parce qu'il n'arrivera pas à s'y connecter. Donc histoire de remplir la base de données, je vais directement le faire grâce au terminal. Mais ce que vous pourriez faire, c'est aussi importer les données au niveau de PHPMyAdmin, ça fonctionnerait aussi. Donc moi, au niveau du terminal, donc tout en bas, je vais lui demander de faire un PHP artisan migrate. D'abord, il faudra que je me re-rentre dans le bon dossier. PHP artisan migrate. Et je vais lui demander aussi de seeder dans notre cas. PHP artisan db2.seed. Si je reviens au niveau de mon PHPMyAdmin, qui me permet de voir là notre base de données, je vais voir que les données sont bel et bien remplies. On voit qu'on a toutes les informations. L'avantage ici, c'est que j'ai une interface visuelle pour pouvoir les changer si je le souhaite. Et si je reviens sur mon site, ça fonctionne convenablement. Petite information aussi, si vous souhaitez gérer l'envoi d'email au niveau de votre hébergeur, vous avez deux approches possibles. La première, c'est d'utiliser SendMail par défaut. C'est-à-dire que là, dans la partie mail, mailer, un peu comme ce qu'on avait vu dans la partie configuration, il y a plein de protocoles que vous pouvez utiliser et vous pouvez activer SendMail, il est par défaut supporté dans le cadre d'AutoSwitch. Si jamais vous voulez utiliser SMTP, ce que vous pouvez faire dans votre panel technique, c'est aller gérer des emails. Donc vous pouvez créer un nouveau compte de messagerie. Donc ici, on va créer un nouveau compte. Vous choisissez un compte qui correspond à votre nom de domaine. Vous choisissez un nom d'utilisateur. Moi, je vais l'appeler contact. Voilà, je vais choisir un mot de passe. Et je clique sur créer. L'email va automatiquement être créé. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir checker mes emails. Donc là, ça va m'amener sur une interface. Et vous pouvez choisir de consulter vos emails avec RuneCube, qui est une interface web. Mais si vous souhaitez envoyer les emails via SMTP, vous pouvez regarder la partie Mail client. Et là, ça vous donne les instructions pour gérer l'envoi d'emails via SMTP ou IMAP. Donc vous pouvez prendre la configuration que vous souhaitez et l'utiliser au niveau de votre application Laravel. Dans la partie .env, vous adaptez et vous configurez les choses. Mais là, on a notre application Laravel qui est fonctionnelle, on a bien connecté à une base de données et tout est correct. Pour la partie Asset JavaScript, si vous avez choisi de regarder la vidéo sur Vite, par exemple, il vous faudra compiler les assets à ce niveau-là. Donc vous faites un npm run build en local et ensuite vous envoyez sur le FTP le dossier build. Donc nous, c'est ce qu'on avait dans le dossier public. Là, dans la partie build, j'ai déjà mes fichiers JavaScript. Donc à chaque fois que vous faites une modification, vous devez utiliser le FTP pour renvoyer les nouvelles informations et les choses qui ont été modifiées. Donc ça, c'est la première méthode pour déployer une application. C'est une méthode, on va dire, qui est plutôt artisanale dans le sens où si jamais vous faites des modifications, vous devez synchroniser via le FTP, ce qui n'est pas extrêmement pratique. Mais l'avantage, c'est que ça ne demande pas forcément trop de connaissances techniques et vous pouvez accéder à votre FTP depuis absolument n'importe où. Là où la solution SSH va demander un petit peu plus de contrôle technique. Donc si vous êtes intéressé, je vous renvoie sur la prochaine vidéo que l'on va faire où on va découvrir comment déployer en SSH.